le rôle que devront jouer les experts de la réforme du système d'enseignement supérieur. À vous la parole. Merci. Merci Madame Kubri de m'avoir donné la parole, même si je n'étais pas préparée à cette prise de parole, mais je tenais tout de même à dire un petit mot. D'abord, je tenais à la remercier en tant que responsable du bureau Erasmus en Algérie. Il faut lui reconnaître les efforts et les résultats qu'on voit aujourd'hui. Il faut dire que il y a quelques années, on entendait à peine parler du programme Erasmus. Aujourd'hui, on arrive à connaître, parler à n'importe quel étudiant ou à n'importe quel enseignant. Il peut vous informer sur au moins une des actions du programme Erasmus. Beaucoup d'efforts sont fournis de la part de notre ministère de tutelle en collaboration avec notre bureau national pour pouvoir justement disséminer, vulgariser, faire connaître ce programme et toutes les opportunités qui peuvent s'offrir aux étudiants, aux enseignants-chercheurs, aux doctorants, aux stages administratifs, etc. Je remercie également notre invité international, M. Rosales, et on lui souhaite bienvenue dans notre ville de Guelma et en Algérie en général. Je pense que c'est un habitué d'Algérie. J'espère qu'il pourra découvrir cette jolie ville antique de Guelma. Je remercie M. le recteur et M. le vice-recteur pour leur invitation. Donc, je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de ville, donc experte de réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il faut savoir, comme l'a dit Mme Kébrit, cette commission composée de 10 personnes a été nommée ou sélectionnée conjointement par notre ministère, le Bureau national Erasmus, et validée par la Commission européenne. Notre principal rôle est de participer à des événements, à des activités, à des missions techniques, à des journées d'études, sur des thématiques d'actualité qui touchent bien sûr le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je pourrais vous dire un mot tout à l'heure sur les différentes thématiques qui peuvent être abordées. Et notre rôle, donc, une fois qu'on participe à ces réunions, c'est de pouvoir analyser, positionner notre pays par rapport aux thèmes étudiés et éventuellement, notre rôle est de proposer des réformes au niveau de notre institution, à l'échelle de l'université, comme je représente l'université de Guelma, et à l'échelle nationale. Donc des réformes qu'on pourra proposer au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des réformes qui pourraient être étudiées dans des conditions plus élargies et voire adaptées ou appliquées dans notre pays pour pouvoir se permettre d'être classés parmi les universités internationales. Donc j'ai eu la chance de participer à quelques rencontres, entre autres des rencontres ici en Algérie sur l'information sur les différents programmes qui existent, les programmes de la Commission européenne, en particulier le programme H2020. J'ouvre juste une parenthèse, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Je ne sais pas quel est le moyen qu'on pourra trouver pour motiver nos enseignants-chercheurs pour pouvoir s'y mettre et pouvoir postuler, pouvoir monter des projets, surtout que ce sont des projets de recherche. Donc tous les bénéfices reviendront à ces laboratoires de recherche, à ces équipes de recherche, éventuellement la formation de doctorants. Quant aux thématiques que j'ai eu la chance de travailler dessus, donc j'ai pu travailler sur la table de la Swan, c'était sur comment implémenter l'esprit entrepreneurial chez les étudiants et quelle est la place des institutions de formation technique appliquée dans un pays donné. Donc j'ai pu voir l'expérience de certains pays européens et les expériences des pays voisins et nous avons été, non pas surpris, mais ça nous a conforté dans notre réflexion qu'un enseignement appliqué donne des diplômés plus aptes, plus prêts à rejoindre le monde du travail. Donc comme vous voyez, c'est un thème d'actualité sur lequel nous avons pu partager l'expérience de notre pays et vu les bonnes pratiques, bien les meilleures pratiques appliquées dans les pays voisins ou les pays européens. La dernière mission à laquelle j'ai participé au début de ce mois-ci, c'était sur l'approche par compétence, ce que nous on appelle l'approche par compétence, ou bien l'apprentissage basé sur les compétences. L'Algérie a fourni beaucoup d'efforts les années précédentes pour justement changer les méthodes d'enseignement, switcher un petit peu, muter vers des méthodes plus modernes, des méthodes basées sur la connaissance, sur l'étudiant, sur les compétences de l'étudiant. Nous avons participé, la preuve c'est que nous avons eu un programme rien pour nous, le programme PAPS pour celui qui le connaît. Et donc
rencontre qui a eu lieu à l'Université des sciences appliquées de Vienne m'a permis personnellement de voir des exemples concrets, réels, sur le terrain, de comment l'apprentissage par compétence, basé sur la compétence, est appliqué, comment il est suivi, quelles sont les méthodes, quelques exemples de bonnes pratiques. On a pu entendre les témoignages d'enseignants de différentes disciplines, mais aussi d'étudiants et de responsables administratifs. Cette mission m'a permis donc de rédiger un rapport que j'ai remis hier aux responsables, et ça me permettra de préparer une conférence pour l'Université de Guelma, Inch'Allah, qui aura lieu bientôt. Je proposerai à monsieur le recteur la thématique que je trouve très intéressante et un exemple que j'ai vu sur place, qui est le centre d'appui à l'enseignement, qui est destiné aux enseignants, qui soient des enseignants permanents ou contractuels, sur comment leur apprendre la didactique moderne, si je peux appeler ça comme ça, les nouvelles méthodes d'apprentissage basées sur la digitalisation, sur la production média, des méthodes très attractives pour les étudiants et qui ont donné des résultats excellents. Donc la méthode a été évaluée à l'Université de Vienne, que j'ai eu la chance de visiter, et elle a donné ses preuves. Donc comme vous le voyez, ce sont des exemples de problèmes réels que vit l'enseignement en Algérie. Nous essayons donc de profiter de l'expérience des pays voisins, mais aussi des pays européens, et proposer des réformes, encore une fois, soit à l'échelle institutionnelle ou à l'échelle du ministère, pour généraliser les pratiques. Donc voilà, en gros, désolé, je n'ai rien préparé. C'était juste pour vous faire connaître un petit peu cette commission des livres. Comme je l'ai dit, elle est composée de 10 personnes. Parmi les 10 personnes, donc, il y a des responsables, des représentants du ministère, des représentants du monde de la recherche, purement recherche, des enseignants, donc je représente le corps des enseignants, des responsables administratifs au niveau des universités et bien sûr des étudiants. Donc c'est une commission mixte, parce que la réflexion doit se faire à tous les niveaux et les propositions également doivent parvenir de tous les niveaux pour aboutir ensemble à des réformes qui pourront hisser les universités algériennes même si M. Martin dit qu'il n'aime pas un petit peu le ranking, mais l'évidence veut qu'on est classé en fonction de notre visibilité, de notre production, de nos méthodes d'enseignement et nos résultats, bien sûr. Voilà, si je peux rajouter un plus, Mika, tu me le dis. On a improvisé un petit peu votre... Oui, c'est de l'improvisation. Oui, mais à mon avis, c'est mieux parce que tout simplement, c'est important pour les membres de la communauté universitaire au niveau de Guelma de savoir qu'il y a quand même une représentante de l'université. Ils vous ont piqué un petit peu à l'université de Budgéa parce que la désignation a été faite lorsque l'université à Budgéa, justement. Mais c'est une opportunité également pour votre université parce que vous allez disposer d'un réseau aussi au niveau européen en votre qualité d'expert de la réforme du système d'enseignement supérieur représentant cet établissement, mais également l'Algérie lors de votre participation dans ces événements internationaux. Je vous remercie déjà pour les efforts que vous déployez en votre qualité d'enseignante et également d'expert de la réforme du système d'enseignement supérieur algérien, et également pour cette présentation aussi de vos activités que vous avez très bien résumées justement. Je vous remercie et je suis avec vous jusqu'à la fin de la journée parce que je dois discuter de quelques points avec M. Martin et profiter un petit peu. Donc je lance juste un appel, il faut saisir ces opportunités, la présence d'un expert européen. Ce n'est pas qu'ils sont meilleurs que nous, mais ils ont l'habitude des bonnes pratiques, ils ont fait leurs preuves dans plusieurs domaines. Donc saisissons cette opportunité, il est là pour nous montrer un peu le chemin à suivre. Comme vous le voyez, son université est classée parmi les 300 premières universités, ce n'est pas pour rien. Et l'internationalisation fait partie des éléments les plus importants pour le classement des universités. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous remercie encore une fois et très bonne écoute. Merci. Maintenant c'est Jean Monnet et on finit avec Martin. Jean Monnet. Oui, Jean Monnet, après c'est la reconnaissance.
On commence par reconnaissance. Ok, donc, Marie, c'est toi. Bon, une autre fois avec moi, désolé. Maintenant, on va parler de, je crois, l'aspect le plus important de la mobilité internationale. C'est la reconnaissance académique. Ça veut dire pourquoi on dépense des ressources pour aller à notre pays, pour aller à notre institution, pour étudier. Qu'est-ce qu'on arrive à voir après la mobilité? Alors, ça c'est la partie la plus importante de tous les processus d'internationalisation. Bon, voici, si nous voulons donner des contacts. Si quelqu'un ne veut pas des contacts avec moi, ici me donner. Je ne peux pas assurer la réponse immédiate, mais bon, au moins, il y a même mon numéro de téléphone. J'ai dit toujours, si tu vois qu'après 2 semaines, je n'ai pas répondu de courrier, toujours le téléphone. Ça, c'est la seule possibilité. D'accord? Bon, ce sont avant de parler de la reconnaissance directement, je vais vous montrer un peu les fonctions que je fais à mon université. Je m'occupe de la coordination de toute l'internationalisation dans les 26 facultés. Chaque faculté, il y a, comme je vous avais dit, un vice-doyen chargé de la relation internationale. Je m'occupe de la coordination du 26 vice-doyens. Je m'occupe aussi de tout ce qui concerne la mobilité des étudiants et des professeurs et surtout de la formation. Formation sur la gestion académique de la mobilité. Ce n'est pas une formation pour le vice-doyen. C'est une formation pour tout le monde. Et surtout pour une figure de professeur que nous avons créée. C'est des professeurs comme vous, par exemple, qui s'occupent de la supervision des étudiants incoming, des étudiants qui sortent. Et alors, ils ont des privilèges dans l'institution pour faire ce travail. Et alors, on les donne des cours de formation. Actuellement, nous avons 350 professeurs. Nous l'appelons tuteurs. Je ne sais pas si tuteur, c'est le mot. Tuteur, c'est bon? D'accord. Nous l'appelons tuteur international. D'accord? Et bon, ce sont des coordinations de double diplôme. Le double diplôme, c'est aussi le futur. Ça veut dire un étudiant qui fait une partie de son licence ou son master ici, une partie ici, et finalement il obtient les 2 titres des 2 institutions. C'est le double diplôme international. Ça, c'est le futur. Mais on ne peut pas faire un double diplôme avec une institution si on ne la connaît pas. Alors, la création des doubles diplômes, on peut les faire après une période de mobilité, par exemple avec des programmes Erasmus, par exemple. D'accord? Et finalement, je m'occupe des incidents. Ça veut dire que je suis aussi le pompier du vice-rectorat. S'il y a un problème, je dois me déplacer. Imaginez-vous, 3000 étudiants qui viennent, 3000 étudiants qui envoient, 2 jours, il y a quelques problèmes, parce que c'est les statistiques. Bon, les structures de mon vice-rectorat, de notre vice-rectorat d'internationalisation, c'est ici. Nous avons 3 directions. Nous sommes la vice-rectrice, 3 directions générales. Je m'occupe de la direction de l'internationalisation. Il y a aussi une direction de politique en langue, très importante. Et il y a une direction de coopération pour le développement. Ça, c'est les 6 communes. Et finalement, nous avons une officine des relations internationales qui a une fonction transversale pour les différentes directions générales. D'accord? Ça fait. Et après, ça c'est au niveau vice-rectorat. Et après, nous avons les facultés. C'est différent. Et dans chaque faculté, il y a le responsable de la relation internationale. D'accord? Bon. Qu'est-ce que je veux dire dans ce moment? Je vais essayer que personne dort. Je suis conscient que ce n'est pas la meilleure heure de parler, mais bon. L'autre chose, c'est, bon, vous avez vu que c'est en anglais parce que ça forme partie d'un séminaire qui est dans. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de parler en français.
Mais imaginez-vous, les diapos en anglais, vous pensez en arabe. J'essaie de parler en français, finalement je parle en espagnol, ça veut dire internationalisation. C'est super. 4 langues à la fois. Mais bon, c'est un règle. S'il y a quelques questions, s'il vous plaît. Bon, je vais donner quelques conseils généraux sur qu'est-ce que c'est la mobilité internationale, qu'est-ce que c'est les responsables académiques, parce que demain, vous pouvez devenir responsable académique. C'est intéressant pour toute la communauté universitaire. Ce n'est pas une question de vice-rectorat. Tout le monde doit être conscient de l'internationalisation. Et après, qu'est-ce que c'est je vais vous expliquer les processus de la reconnaissance académique. Les personnes, il y a quelqu'un qui va passer pour le processus de la reconnaissance académique, c'est le relevé des notes. Non. Le relevé des notes, c'est une partie, une étape dans une aventure beaucoup plus longue, qui commence avec l'accord interinstitutionnel. Alors on va parler de toutes les étapes pour arriver à la reconnaissance finale du travail qui a fait l'étudiant, du travail qui a fait les professeurs, du travail qui a fait le personnel administratif. D'accord? Parce que l'Europe, et on peut vous le dire dans le cas, s'il n'y a pas de reconnaissance, on peut vous pénaliser et même sortir du programme d'Erasmus. Attention. Et finalement, un exemple des projets Capacity Building qui a été presque fini. Nous participons avec des universités du Maghreb, même de l'Algérie, exclusivement destinés à travailler sur les reconnaissances académiques avec les pays Sahel dans le Maghreb. Un petit exemple de ça. D'accord? Bon, on commence. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça. Tu te rappelles? Alors, qu'est-ce que c'est la mobilité? La mobilité, bon, cette mobilité internationale, c'est un outil du processus de l'internationalisation. Parce que si je pose la question, qu'est-ce que c'est l'internationalisation? Et tout le monde pense, bon, partir à l'étranger pour étudier. Non, c'est beaucoup plus l'internationalisation. La définition de cette internationalisation, c'est un processus qui veut donner la dimension internationale dans tout l'établissement d'une université. Ça veut dire, l'internationalisation, ce n'est pas un processus pour les étudiants. C'est donner la dimension internationale dans le staff, dans le professorat, dans les personnels administratifs, dans le service de l'université. Ce n'est pas seulement la recherche. C'est l'internationalisation, la dimension internationale pour l'enseignement. Et alors, l'internationalisation, ce n'est pas un fin, c'est un outil. Il y a des gens qui pensent, notre objectif, c'est d'arriver à l'internationalisation. Non. L'internationalisation, c'est un outil. Qu'est-ce que nous voulons avec l'internationalisation? Nous voulons avoir une génération de personnes moralement éthiques, une génération de personnes qui soient bien préparées, qui soient critiques dans cette société à chaque jour plus globalisée. Nous voulons une génération des acteurs, pas des spectateurs. Et l'internationalisation, ça peut nous aider à arriver à avoir une génération de personnes de cette idée. D'accord? Alors, pensez toujours que l'internationalisation, c'est un outil. Et dans l'internationalisation, il y a beaucoup des outils. La mobilité internationale, le double diplôme, l'internationalisation chez nous. Vous connaissez en anglais, c'est internationalisation at home. Ça veut dire qu'on peut faire l'internationalisation sans sortir de votre maison. Avec les campus virtuels, avec les étudiants qui viennent, on peut faire des activités. On peut faire l'internationalisation aussi sans sortir. Alors, dans l'internationalisation, il y a beaucoup de schémas, beaucoup des outils.
Et la mobilité, c'est une outil, un outil. Alors, ça, il faut le retenir. Donc, la mobilité académique, c'est une mobilité physique qui fait un étudiant, un professeur ou un personnel administratif. Normalement, il va aller à notre pays, à notre institution, dans les cadres d'une convention, bien sûr, ou d'un programme. Mais le plus important, l'objectif de cette mobilité, c'est faire une partie de notre travail, de notre études dans notre pays. Et après la mobilité, les concepts de reconnaissance, dans le sens strict, ça veut dire que c'est la validation du travail que vous avez fait dans une autre institution, validation dans votre dossier académique ici. Ça veut dire, je vais reconnaître ce que vous avez fait à l'étranger et on va les valider par des autres matières que vous avez ici. Pourquoi? Pour que vous pouvez continuer vos études ici. Ce n'est pas facile, mais on va les voir. Ça, c'est le processus. Nous avons à Grenade 3 principes basiques dans la reconnaissance. Voilà. La confiance. Ça veut dire la confiance avec toi. Si je fais un accord d'études avec toi, je pense que vous avez arrêté à réussir. J'ai le compromis quand tu reviens de faire mon travail aussi. C'est le premier principe. Le deuxième, c'est très important, la parole magique, la flexibilité. Ce n'est pas ici les mathématiques, hein? Désolé pour les personnels de mathématiques et de physique. Je suis géologue. Mais la flexibilité dans les reconnaissances académiques, c'est très important. Et finalement, la transparence. Il faut être transparent. On ne peut pas être obscur. Parce qu'il faut être transparent dans les appels. Les mêmes opportunités pour tout le monde. Il faut faire attention avec les collectifs, avec des besoins spéciaux. Ça c'est moi qui le dis, c'est pas moi. Et alors, ces trois principes sont les principes basiques. Par exemple, nous avons une réglementation spécifique qui est publiée sur Internet et qui a déjà 12 années. Une réglementation de mobilité internationale des étudiants. Où on peut voir le principe, voilà, règlement en espagnol, réglementation de l'Université de Grenade sur la mobilité internationale des étudiants, qui était approuvée dans le Conseil du gouvernement du 18 décembre 2012. Ça veut dire, ce n'est pas mon équipe de gouvernement qui l'a fait. Nous avons une réglementation. L'étudiant, avant de partir, on lui dit, il n'est que 12 pages, 11-12 pages. On dit à l'étudiant la lettre de truc. On dit à l'étudiant, aux étudiants, s'il vous plaît, vous avez les réglementations, vous devez l'étudier. Parce que vous avez vos droits et vos devoirs. Et puis c'est très bien. S'il y a quelque chose qui n'a pas bien fait, tu peux aller au tribunal de justice. Mais ce n'est pas la première fois. On a eu le problème. Mais on a déjà un outil pour assurer les reconnaissances académiques. Et cet outil est inséré sur un autre outil. C'est les stratégies d'internationalisation de l'Université de Grenade. Il y a un autre document qui a été approuvé dans le Conseil de gouvernement de 2017, c'est la stratégie d'internationalisation. Ça veut dire que l'Université de Grenade a dit où est-ce que nous allons voir avec l'internationalisation. Comment est-ce qu'on va arriver à avoir cette génération d'étudiants que nous voulons avoir? Alors, on a dans cette stratégie, il y a les objectifs, il y a le partenaire prioritaire, par exemple l'Afrique du Nord et l'Amérique latine sont des régions prioritaires pour l'Université de Grenade. Alors l'Algérie est inclus, et l'Amérique latine pour les liens historiques de l'Université de Grenade avec l'Amérique latine, mais on décide déjà qui seront nos partenaires prioritaires. Et vous devez avoir, je crois que vous avez déjà un document qui va être
vient de le dire, vous devez avoir votre stratégie internationale. Mais il n'y a pas une bonne stratégie s'il n'y a pas après, comme dit, de l'argent. Excusez-moi si je dis ça, mais on peut dire, bon, ça c'est un document, Dieu dit, bon, nous voulons faire, mais comment est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez faire que les départements? Comment est-ce que vous allez trouver l'application du département? Comment est-ce que vous allez faire l'application de professeur dans cette stratégie? Bon, nous avons des indicateurs. Nous avons décidé dans notre stratégie une série d'indicateurs. Par exemple, c'est au niveau département et au niveau faculté. On les demande tous les ans combien des étudiants de votre centre ils sont partis, combien des étudiants sont venus, combien des étudiants internationaux, des étudiants qui viennent pour faire toute la licence ici, combien de diplômes internationaux que vous avez fait, combien de tests de doctorat international, combien de projets de coopération avez-vous cette année, en faisant ces questionnaires tous les ans. Et s'il obtient le minimum point, il obtient de l'argent. Le département va obtenir de l'argent. La faculté va obtenir ce qu'on appelle les contrats programmes. Il y a d'autres, c'est pas l'international, c'est seulement une partie. Il y a d'autres. L'enseignement, il y a dans le capacité, dans tous les âges. Mais les centres vont penser, si nous sommes impliqués dans l'internationalisation, on va obtenir cette année 4 000 €. On peut faire la réforme de notre salle de réunion, on peut faire un projet. Et alors, il y a déjà une implication institutionnelle de toutes les facultés, de tous les départements dans l'internationalisation. Parce qu'au début, personne ne fait rien. Mais maintenant, tout le monde, je reçois des appels tous les jours, tout le monde est intéressé. Une fois que nous avons installé les contrats programmes. Alors, pour faire l'internationalisation, chaque centre va avoir un responsable académique. Même dans la guide d'Erasmus, il y a la figure de responsable académique. C'est le responsable académique, c'est la personne qui signe les accords d'études, c'est la personne au niveau des centres qui fait les contrats, les accords bilatéraux avec les partenaires. Et alors, normalement, c'est un poste politique, ça veut dire, c'est décidé par le gouvernement du centre ou à niveau université, par exemple, je suis responsable académique au niveau université. Mais chaque vice-doyen, l'international, dans chaque faculté, est responsable académique au niveau des centres. Alors, normalement, ce sont des gens qui sont élus, ils sont choisis par l'équipe de gouvernement. Un responsable académique doit être une personne qui croit dans l'internationalisation. On ne peut pas choisir quelqu'un qui pense que l'internationalisation, ce n'est pas bon, parce que sinon, votre centre ne va faire rien. Voilà. Et il doit croire dans les étudiants, dans le bénéfice de la mobilité pour les étudiants, et il doit avoir une bonne capacité de communication, s'il vous plaît. On ne peut pas avoir quelques personnes qui ne parlent rien. Parce qu'il doit parler avec le partenaire, il doit parler avec les étudiants, il va parler avec les professeurs. Et il doit créer une équipe qui va participer dans la création de la stratégie d'internationalisation. Parce que dans notre université, nous avons exigé à chaque faculté d'avoir une stratégie d'internationalisation pour les centres qui soient cohérents avec la nôtre, bien sûr. Et alors, chaque faculté a créé sa stratégie. Et alors, à chaque fois, il y a plus de départements, plus de personnel impliqués dans les processus. Ça, c'est notre objectif. À nous de remplir l'internationalisation de toute l'université. Alors, les responsables académiques doivent faire la stratégie
organiser en équipe et travailler toujours en coordination avec moi, avec le rectorat. Ça veut dire le responsable académique doit travailler beaucoup. D'accord. Ça, c'est beaucoup de travail pour les responsables. Et alors, comme on va parler sur la reconnaissance académique, on va commencer en parlant de la mobilité. Tout ça, là, c'est clair, vous connaissez très bien le type de mobilité il y a une mobilité pour la licence, niveau licence, il y a une mobilité niveau master, il y a mobilité internationale au niveau doctorat, il y a aussi postdoc. Mais nous ne participons pas dans la mobilité postdoc, ça c'est plutôt du vice-rectorat de recherche. Et aussi, il y a la mobilité de professeurs et la mobilité du personnel administratif. D'accord? Ce sont les types de trois grands groupes de mobilité. Voilà. Et alors, la reconnaissance académique commence quand? Le début de la reconnaissance académique, c'est dans le moment où on commence à chercher un partenaire pour faire un programme de mobilité. Ça, c'est les deux. Et ça, c'est le travail qui commence avec les responsables académiques. Et alors, la principale question, c'est choisir le partenaire et connaître le partenaire. Ça, on a déjà parlé. Alors, je vais aller un peu plus vite. Mais cette partie, cette étape de la reconnaissance académique est très liée à un des principes basiques que je vous avais déjà parlé, ça veut dire la confiance. C'est la première partie. Ça veut dire dans les moments où tu signes avec un partenaire qui a déjà décidé que tu vas accepter ces conditions. Et alors, nous devons savoir à l'avance son catalogue de cours, ou bien l'offre académique. Ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas publié ça, on n'est pas signé, mais tu peux le dire. Si tu montres ton offre académique, je n'ai aucun problème. Il faut pas la flexibilité, il ne faut pas être très dur, non? Et les catalogues de cours, ça doit être, et le même pour les professeurs, le même que pour les professeurs. Vous devez, je ne sais pas si vous êtes obligé ou pas, mais dans le monde universitaire, nous sommes obligés tous les ans à donner la fiche de la matière. La fiche où tu dois expliquer les contenus, la méthode d'enseignement, les crédits, les horaires, même la bibliographie, c'est 2 pages, 3 pages. Ça, c'est l'offre académique. Alors, nous avons créé pour la mobilité un résumé de chaque fiche, pas la 4 pages, on l'a mis en anglais, on l'a mis en espagnol, pour les étudiants qui veulent venir. Et c'est ça qu'on demande de l'Union européenne. Et alors, une fois que nous avons choisi les conditions pour choisir le partenaire, je vous avais expliqué, ça veut dire qu'il faut chercher je ne l'ai pas mis ici parce que je l'ai pas résumé, mais il faut chercher des institutions qui ont certaines réputations dans les domaines de la mobilité, des institutions qui sont claires, qui ont des expériences dans la gestion de la mobilité. Et alors, ça c'est, disons, la décision de signer ou pas, choisir le partenaire, c'est la partie, l'étape de reconnaissance avant la signature. Mais une fois que nous avons signé, il faut connaître les contenus de l'accord. Et vous direz, est-ce qu'il vous va expliquer les contenus de l'accord? Oui. Parce que beaucoup de problèmes qui se trouvent dans la gestion académique des étudiants, on aurait pu éviter si on connaît si on lit les conventions. Hein? Par exemple, normalement, dans les séminaires que je donne, je l'explique et après je donne un papier, un accord, pour que tout le monde le remplisse. Mais bon, c'est pas autre. Vous avez le risque que je reviens pour faire un séminaire dans une salle où on va travailler tout le monde. D'accord. Bon, tout d'abord, l'accord constitutionnel doit avoir bien sûr le logo de l'Union européenne,
programme. Et normalement, on dit toujours le période, c'est dans l'éducation internationale, une période de validité. Avant c'était 2 ans, maintenant c'est 3 ans. Alors, vous savez déjà disons, la validité de l'accord officiellement. Et alors, regardez, c'est facile, c'est très facile, mais il est très bien spécifié tout ce qu'on va faire avec le partenaire. Par exemple ici, on dit mobilité, ça c'est un exemple de l'accord avec l'université de Lomé à Togo. De Grenade à Lomé, ça veut dire, ça c'est les mobilités qui seront faites de Grenade à Lomé, par exemple, et ici on dit les cycles, premier cycle, deuxième cycle, troisième, ça veut dire licence, master, doctorat. Combien des étudiants et le nombre de mois qui en feront. Qu'est-ce que nous avons décidé? Grenade, Lomé, on ne va pas y personne. Nous préférons qu'il soit de Lomé vers Grenade parce que c'est beaucoup plus utile pour Lomé. Et alors de Lomé, on va venir 4 étudiants de master qui seront à Grenade 5 mois. Alors, c'est déjà, une fois qu'on a signé, on a décidé le flux. Et on ne peut rien dire. Ah, est-ce que tu m'avais dit dans la barre 5 mobilités? Non, non. C'est la convention. C'est la convention là qui le fait. D'accord?